C'est parti comment? Vous savez que j'ai une série ici où j'explore ce qui m'entoure. Ça se voit pas, c'est derrière le tissu noir, c'est des livres. J'ai exploré mon coin Rolling Stones, mon coin Lovecraft. Et là, en plus, il faut que je fasse du rangement. Euh, et tout d'un coup, dans la plus grande dispersion, je me suis aperçu que ce qu'il y avait le plus dans mes livres, c'était du Bergogneau. Donc, j'ai sorti tout ce que j'avais de Bergogneau, je les ai installés sur mon pupitre. Et alors, au moment de commencer, tous les réglages faits, le truc le plus rigolo, c'est que les deux premiers livres de Bergogneau que j'ai lus, et pourtant, là, de ces Gallimard, j'en ai un paquet, et ben je les retrouve plus. Oh, il y a une bonne raison, c'est les livres que je prête, que je donne, ça revient pas, je les rachète et tout ça. C'était nous, par exemple, je sais qu'il était tellement flingué que j'ai dû l'acheter au moins deux fois. L'autre, L'arbre sur la rivière, aucune idée. Est-ce que j'ai eu besoin de relire L'arbre sur la rivière? Ouais, j'ai dû le relire une ou deux fois, mais comme on fait, vous savez, vous voulez relire tel passage, tel truc. C'est quoi L'arbre sur la rivière? Le premier que j'ai lu de Bergogneau, à la suite d'un article de Jean-Claude Lebrun, je m'en rappelle très bien. Moi, je publiais déjà depuis 1982, on devait déjà être en 1986. J'ai pas lu Bergogneau tout de suite, je savais que ça existait, j'y étais pas allé voir. L'arbre sur la rivière, quatre ados ou cinq, je sais plus. Il y a une histoire de casse près de Brive, une vieille traction qu'ils essayent de remettre en état. Et puis dans cette vieille traction, dans le fond de la casse, il y a un reste de batterie, ils tournent l'autoradio, et puis tout d'un coup, il y a un bout de musique qui arrive, et ça tombe sur une radio qui diffuse un morceau de Chuck Berry. Commencé par Bergogneau et le rock'n'roll, pourquoi pas? Eh ben, allons-y. Après, L'arbre sur la rivière, ça démarre sec. Le même Chuck Berry vient donner un concert à Paris. Est-ce qu'il est nommé, Chuck Berry? C'est là où il m'aurait fallu le bouquin pour vérifier. En tout cas, il s'embarque un samedi. Le garage est fermé. On pique la plus belle voiture, la DS-19 d'un client. De toute façon, ça fait rien. On va la ramener le lendemain matin à l'aube. On fait les 400 km sur la N20, la nationale à deux voies qui monte jusqu'à Paris. Ça se passe bien, le voyage. On arrive à Paris, ils sont happés par le périphérique tout neuf, vous savez, bouclé en 73. C'est un moment important, c'est le moment aussi du espèce d'espace de Georges Perec. Et puis happé dans cette espèce de circulation qui tourne, qui est vertigineuse, ce tourbillon, ils cherchent, ils font un tour complet, et puis finalement, le tour complet étant fait, ils trouvent jamais l'endroit du concert, et ils repartent par la RN20, ça finit mal, il y a un accident, etc. Mais bon, L'arbre sur la rivière, est-ce que c'est l'image qu'on a aujourd'hui de cette figure pour nous si emblématique, si affective, si fraternelle, si fine, cette pensée permanente, cet art oral de la langue. Pour quiconque a entendu parler Bergogneau, il écrit avec ce même art qu'il a de s'aventurer oralement dans la langue par la pensée, comme ça. L'arbre sur la rivière, le départ, il est loin, loin, loin de tout ça. Est-ce qu'on a commencé à s'écrire tout de suite? Oh, je crois pas. Moi, j'étais pas quelqu'un qui allait trop vers les autres auteurs. Je mets bien à minuit croiser Samuel Beckett, mais de là à lui adresser la parole, certainement pas. Je me sentais, c'était pas mon milieu. Fallait que j'ai le temps de trouver mon truc, de grandir. Est-ce qu'on s'est croisé avant de s'écrire avec Bergogneau? Je sais même plus en fait. Tout ça, ça remonte à plus de 30 ans maintenant. C'est loin. Mais en même temps, ce que je sais, c'est que il y a eu L'arbre sur la rivière. Il y a eu C'était nous. Qu'est-ce qu'on fait quand ça vous prend à la gueule comme ça? Ce qu'on essaye de comprendre, c'est d'où ça vient. Du coup, je vais essayer de remonter un petit peu vers, ouais, tout simplement prendre les livres dans l'ordre, quoi. Premier livre dans l'ordre, ça s'appelait Catherine. Je savais pas du tout même que le nom était pas fictif et correspond à celui de sa compagne. Vous savez l'anecdote, ça n'a rien de secret. Bergogneau s'en expliquait mille fois. Qui on a? On a un type qui a vécu à Brive, qui a fait le lycée là-bas, qui est ensuite parti en prépa à Limoges. Ensuite est parti faire Cagne à Bordeaux, et puis qui a intégré Normal Sup, et puis de là, balancé dans quoi? Balancé dans l'enseignement. Sa compagne, Catherine, est chercheuse en biologie, elle
travaille au CNRS à Orsay, eh bien voilà, il va être prof de collège à Orsay, et ça va être quasiment les 2 tiers de sa vie. Il y a eu un truc rigolo, c'était bien plus tard, dans les années 90, après la chute du mur de Berlin. Il est traduit en Allemagne, sa traductrice allemande, quelqu'un qui venait d'Allemagne de l'Est, vient pour la première fois à Paris, et Bergogneau, par politesse, dit qu'il va l'y accompagner. Elle dit qu'elle veut voir la place des Vosges, elle a toujours rêvé de voir la place des Vosges. Bergogneau, ça fait plus de 25 ans qu'il est prof à Orsay, eh ben, il n'a jamais vu la place des Vosges. Prof de collège, est-ce qu'il est comme les autres? Bon, non, pas tout à fait, parce que sitôt les vacances, hop, il y a ripé vers la Corrèze, et puis s'attacher à la Corrèze par tout ce qu'on peut, cette espèce de goût qu'a Bergogneau des sciences dites naturelles. Dans la maison qui se fait construire plus tard, il y a une pièce pour les livres de voyage, et puis sur l'autre pan de mur, il y a les livres de mécanique. Et puis dans une autre pièce, c'est les livres de philosophie et de littérature. Dans la pièce où il travaille, il y a des étagères qui sont elles fermées par des portes, où il y a tout ce qu'il annote, ce qui se révélera bien plus tard être un journal qui tient comme ça au jour le jour. Et puis il y a un grand sous-sol, et puis dans le sous-sol il y a ses sculptures, et puis il y a ses collections d'insectes. Bergogneau à l'époque, il pêche, il chasse, il est attaché tous ces vieux trucs sur lesquels il est un peu revenu maintenant, enfin au moins la chasse, en tout cas pas le poste à souder. Quand je raconte ça, ouais, parce que à l'époque la littérature pour lui c'est loin. Par contre les collections d'insectes et tout ça, ben, ça fait partie de ce qu'il pratique comme ça, même à l'excès, comme il est excessif en tout. Ce serait peut-être la seule chose qui puisse définir quelqu'un d'a priori pourtant aussi incroyablement poli, aussi incroyablement attentif, aussi incroyablement généreux. Non, dedans, c'est une espèce de sauvagerie brutale, et bon, c'est ça aussi qui me fait du bien à le fréquenter. L'aîné de leurs 2 fils, ou tout simplement, peut-être le deuxième n'était pas né, des problème qui se règle assez facilement. Il n'y a pas de suite, merci, mais je crois que c'est pendant 2 mois ou 4 mois, il faut qu'il soit en cure dans le Massif central. Et le jeune prof prend un congé de maladie pour accompagner son fils dans ce séjour. Il n'a rien à faire, tout d'un coup. Eh ben, il se met à écrire. Et ce qu'il se met à écrire, c'est quoi? Bah, cette espèce de plongée, comme ça, quand on quitte l'univers intellectuel, la protection de l'école, et puis qu'on se trouve prof, et qu'on fait ses premières armes, comme ça, dans une ville sans nom, en remplacement, et tout ça. Voilà, c'était ça, c'est Catherine. Livre maladroit, peut-être aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut faire? Ensuite, ce pas est le suivant. Tout d'un coup, comment on remonte cette espèce d'autobiographie? Comment on cherche à l'intérieur de soi? C'est le portrait d'un type qui est borgne, mais en même temps, le bureau de ce grand-père, il y a un atlas, il y a un globe terrestre, il y a la présence du grand monde, et puis derrière cette présence du grand monde, il y a les ombres de la guerre. Ça y est, Bergogneau commence avec ce pas et le suivant. Donc, plus aucun souvenir de lequel a commencé à écrire à l'autre, et puis même pas très bien souvenir si je nous revois à Paris, dans une librairie. On s'était donné rendez-vous, et puis évidemment il est reconnaissable, le Bergogneau, et puis on a commencé à discuter, et puis ça n'a plus jamais arrêté. Juste continuer un petit peu sur les Gallimard, ça c'est resté longtemps comme ça, c'est une espèce de colonne vertébrale du travail de Bergou, la bête faramineuse, presque un conte fantastique, la Maison Rose, l'importance des lieux chez Bergogneau. La famille du côté maternel, c'est dans le Gers, un pays moins âpre, plus ensoleillé que cette espèce de Corrèze très pentue, de vieux sols granitiques avec ces forêts sombres. C'est quelque chose qui n'a pas beaucoup changé depuis le néolithique. Enfin bon, c'est lui qui raconte ça. On ne va pas aller sur ces plates-bandes, mais le chemin qu'on fait vers cette maison, et puis ce qui nous est arrivé aussi à tous, comment à l'âge adulte, une maison qui nous était chère dans l'enfance a pu être vendue et désormais
occupée par des étrangers. Voilà, c'est la Maison Rose. Là aussi, pour moi, une balise. Je crois que petit à petit, on a vite commencé à comprendre que les livres de Bergogneau, d'un à l'autre, racontaient tous la même histoire, le même chemin pour aller dans le Gers. On le retrouve dans la Toussaint, mais c'est exceptionnel. Ça raconte un événement temporel, quelque chose qui se produit évidemment une fois par an. On charge à 4 chevaux, les enfants sont en retard parce qu'ils se chamaillent, Bergogneau et son frère. C'est la mère qui veille à ce qu'il soit correctement attifé. Le père s'impatiente. Dans le coffre avant de la petite 4 chevaux familiale, on met le pot de chrysanthème, et puis on s'en va dans le cimetière à 1 heure de voiture de là. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait dans le cimetière pendant que les parents enlèvent les mauvaises herbes, parce qu'il faut bien faire quelque chose? Et ben, on joue au cow-boy derrière les tombes. Et puis tous les ans, la même chose se répète. L'après-midi, on va saluer une vieille tante. On va la retrouver tout à l'heure, la vieille tante. Donc simplement commencer à se mettre en place. Et pour moi, à partir de la Toussaint, cette idée qu'on n'avait pas affaire à une somme linéaire, à une enquête comme ça qui progressait, mais quelque chose dont tous les éléments étaient déjà contenus dans le livre précédent. Qu'est-ce qui changeait? L'âge du narrateur, par exemple. C'est-à-dire que la même chose était reprise, mais chaque fois, ce qu'on faisait varier, c'est comment l'histoire travaillait elle-même à rebours sur celui qui, en arrière, la raconte. Et ça vaut aussi pour un des plus extraordinaires, hein, qui s'appelle Miette, comme ça, la visite, justement, la famille de Catherine, quand ils sont encore tous les deux qu'étudiants, et puis dans l'arrière-cuisine, la porte qui s'entrouvre, et puis un visage qui paraît 30 secondes, comme ça, juste pour voir de loin à quoi il ressemble, le fiancé de la petite. Et puis juste sur ce visage aperçu, 30 secondes, qui n'a laissé évidemment aucune archive, aucun document écrit, s'obstiner à aller jusqu'au bout de la sculpture, mot sur lequel on va revenir aussi. Donc toujours comme ça, ces espèces d'apics. Je brasse, où est-ce qu'il est? Une autre phase. La mue, qu'est-ce que ça décrit? Ce moment des classes prépa. Il y a l'étudiant qui est en hypocagne littéraire, qui découvre la philo, qui découvre Hegel, Kant, et puis Marx, et puis les autres. On est dans cette période comme ça de l'immédiat après 68, mais dans une ville de province. Et puis les nuits blanches, passer sur les bouquins, puis en même temps il y en a un autre à côté, lui il fait des maths. Puis tout d'un coup, simplement cette conversation. Mais les livres, il s'arrête, finit en queue de poisson. Queue de poisson, c'est-à-dire magistral, c'est à partir du lycée à la gare. Et qu'est-ce qui se passe comme ça sur ce chemin dans une ville de province? Pourquoi ça s'arrête? On le saura après un gros trou, un trou de 2 ans. Et le trou de 2 ans, c'est la mort du père. Ça commence par ce truc très étrange, le fils qui prend son père malade dans le fauteuil, qu'il soulève dans ses bras, et que ça découvre la légèreté du père dans ses derniers jours. Et bon, voilà, c'est ce genre d'enchaînement, c'est ce qui fait que l'œuvre de Bergogneau, pour moi, est irréductible. Je vais finir juste ça, la période Gallimard, par mon préféré, La mort de Brune. On est encore dans le même truc, la ville de Brive. Là, c'est l'ado de 13-14 ans, peut-être 12, si Bergogneau écoute ce truc, mais bon, ça m'étonnerait, c'est pas trop le genre. Je suis sûr que même là, derrière son ordi, il va me corriger, peut-être même il va m'envoyer une lettre pour corriger tout ça. Mais bon, je le sais, Bergogneau, de toute façon, il suffirait que j'aille vérifier, moi aussi, c'est pas difficile. Mais la bibliothèque me dit, c'est qui Brune? C'est un grand général de Napoléon. Lui, il est originaire de Brive, donc il y a son portrait au musée à Brive. Et puis dans ces espèces d'institutions de
comme ça, qui reste dans la ville. Il y a une bibliothèque municipale. Et puis là, tout d'un coup, voir un livre qui traîne sur une table, on l'ouvre, et puis la phrase, elle correspond à rien, elle est illisible, on ne comprend pas. Et pourtant, la réalité vous saute à la figure. L'enfant de 12 ans vient de découvrir William Faulkner. Et puis, autour, tout d'un coup, parce que c'est un livre de la maturité, que Bergou, on a déjà plus d'une dizaine derrière lui, largement, on creuse. Qu'est-ce qu'il y avait? Le conservatoire, là où on a les cours obligatoires de piano, et puis la cérémonie des prix tout à la fin, et puis là où on allait jouer. Par exemple, la boutique du photographe, il était copain avec le fils du photographe, mais il était aussi qui faisait tous les mariages et tous ces trucs-là, mais il était aussi copain avec le fils du boucher, puis l'entrepôt où le boucher stockait toutes les plumes des volailles, et puis les poils de lapin, et puis tous ces machins-là, et puis tout d'un coup, voilà, la ville se reconstruit, c'est une époque, mais c'est pas l'époque qui compte. On n'est pas dans la nostalgie, on n'est pas dans le plan, l'écrivain de Corrèze et tout ça, ça aussi, le Bergou, qu'est-ce qu'il en a supporté sur la gueule de cette espèce d'assimilation? Non, c'est la transition qui compte, c'est le changement. Comment le changement, on ne le voit pas venir, comment on arrive à le penser que rétrospectivement, et ça, excusez-moi, mais c'est moderne. Et c'est quoi le changement en l'occurrence? Ah ouais, ça y est, dans le bouquin, c'est tout à la fin. L'arrivée de la première station-service à Brive. Bon, probablement qu'on y achetait déjà de l'essence, mais tout d'un coup, quelque chose se construit sur la grande route et qui ne sert qu'à distribuer l'essence. Ce qui était enclavé devient relié. Voilà, c'est ces choses-là qui, chez Bergou, nous font penser. C'est un mot noble. Là, je vais tracer parce que c'est quelque chose qui nous appartient à lui et à moi. C'est privé, ça n'en garde pas. Vous voyez, wow. Moi, même, j'y regarde pas longtemps dedans. C'est un ensemble clos? Non. Là, j'ai ma réserve de courrier depuis 2-3 mois. Je fais le tri comme ça chaque fois, en fin de trimestre, les conneries administratives, la compta et tout ça. Et je suis sûr que dedans, il y a encore 2 ou 3 cartes ou 2 ou 3 lettres de Bergou, alors que malheureusement, le réciproque n'est pas vrai. Moi, je lui envoie des emails où je lui passe un coup de fil. Et il y a longtemps que j'ai arrêté ce truc-là. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais très surpris. Qu'est-ce que c'est ce truc tapé à la machine? Après, j'ai vu ça. Visiblement, c'était ce que je tapais moi et ce que j'imprimais avec mon Atari. Et effectivement, c'est des lettres. Il y a la date. 15 juillet 1991. Les bords, lundi 15 juillet 1991. Cher François, nos lettres se sont croisées, etc. Les bords, 12 juillet 1991. Cher François, je vous écris sous l'empire de l'exaltation. Tiens, vous voyez, c'est dingue. On sait vous voyez. Donc ça veut dire quoi? Puis il y en a une là, visiblement qui a disparu. C'est-à-dire que j'avais pris une séquence de lettres de Bergogneau, et parce que ce truc était tellement curieux, là où ça nous emmenait, et là où, dans ce qu'on se balançait l'un à l'autre réciproquement, que je l'avais retapé à l'ordinateur. Pourtant, je n'ai pas gardé de fichier de cette époque-là. J'ai commencé après seulement en 93 sur mes archives. Voilà. Donc j'ai ça qui est là. Est-ce qu'il y a un début là-dedans? 13 septembre 2005. À quoi ça ressemble si je brasse? Il y a des objets. Voilà, un envoi de Bergogneau. On prend une carte, ça c'est une carte de la banlieue parisienne, vous voyez, Évry. On est dans l'Essonne, il y a un timbre, une étiquette bien collée. Ouais, c'est l'adresse d'ici. Et puis dedans, numérique. Je pense que c'est à cause du mot numérique qui voulait se foutre de ma gueule. Il avait trouvé des cartes postales, vous voyez, multimédia, open et tout ça. Et c'est signé. C'est qui le vieil écrivain? Point d'interrogation. Où en es-tu avec les Canadiens? C'est qui le vieil écrivain? À toi, Pierre. Juillet 2009. Juillet 2009, ah ouais, c'était juste les jours avant mon départ au Québec. Voilà, c'était la manière de Pierre de me dire au revoir avant le départ. Oui, ces choses, pour moi, c'est un petit peu secret, calé là-dedans. Il y a du bordel. On va en parler. À quoi ça ressemblait, les lettres de Bergou? Les cartes postales, collection de cartes postales que j'ai de ce mec. Pourtant, si c'est pas un art fini, les cartes postales, cette notion d'image, je pense que lui-même il a changé. Par exemple,
Très longtemps, il s'est refusé à la photographie, et ça fait au moins 5 ou 6 ans. Le téléphone portable, il a résisté encore plus. Maintenant, il en a un, il a fallu à cause de ces histoires de santé. Mais bon, moi je l'appelle jamais sur son portable, je l'appelle que sur son fixe. Euh, c'est comme ça. Par contre, ça fait 5 ou 6 ans qu'il en a un appareil numérique. Par contre, il a un destinataire pour ses photos, c'est son frangin. Moi, il m'en envoie jamais par mail, je sais qu'il y a d'autres gens à qui il se permet, par contre, ses envois. Mais c'est bien aussi, comme ça aussi, ça fait partie de l'histoire littéraire, donc la masse comme ça de ce qui n'est pas l'écriture livre, ce qu'on déploie comme ça, ce qui n'est pas l'écriture pour soi dans ses cahiers, ses carnets, ça aussi, on va en parler tout à l'heure, mais qu'on en fasse une somme qui dépende des personnes à qui on les envoie. Je ne crois pas que Pierre m'ait jamais envoyé de photos par email. Sinon, si quand même de ses sculptures, mais pas du tout les photos qu'il envoie à son frère, quasiment presque comme ce que je mets moi en ligne sur mon blog. Donc c'est ça le problème, vous voyez. La question, c'est pas qu'il y aurait des écrivains nobles qui n'ont pas de blog et puis d'autres qui en ont. C'est que le même usage, le même rapport au temps dans l'écriture quotidienne, dans l'écriture jetée comme ça, et puis la publication, même si c'est photos numériques, on les envoie qu'à son frère au lieu de les mettre en ligne. Globalement, il n'y a rien de changé. On est toujours frères. Tiens, je sais pas, celle-ci, c'est quand 6 novembre 1996. 1, 2, plus le machin qu'elle a. 3, 4, vous voyez, on est sur du standard. Et puis là, il s'est vraiment arrêté à la fin. À toi, point, Pierre. Je crois que longtemps, on respectait ce rituel. C'était une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Bon, on ne s'est jamais donné de loi ni de règles. Mais en même temps, moi, c'est la seule fois où avec quelqu'un, on a pu faire ça quasiment pendant 10 ans. Une bonne dizaine d'années. Même si ça s'est jamais, évidemment, arrêté. Qu'est-ce que c'est ça? Fonderie de Pont-à-Mousson, le parc à tuyaux en hiver. GIF, jeudi 13 janvier 1994. Où est-ce qu'il a récupéré cette carte postale? Par contre, je pense que quand il l'a vu, il s'est dit, tiens, qui c'est qui peut s'intéresser aux fonderies de Pont-à-Mousson? Et voilà, j'ai le truc. C'est cette fraternité-là qui a compté. Mais là encore, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. En quoi, depuis quelques années, c'est vrai que m'éloignant de cette forme-là d'échange, c'est pas que je me suis éloigné d'avec Bergogneau, jamais, on est trop vissé, trop lié, trop... Ça existe l'un à l'intérieur de l'autre, je sais pas, de toute façon on est trop différents. Don Quichotte sans chopin ça, et tout ça, ça existe pas l'un à travers de l'autre. Il y a juste un troisième dans le milieu, c'est son frangin Gabriel, mais ça jamais été difficile, le ménage à trois. Puis il y a d'autres ménages à trois, il y a le cousin, et tous ces trucs-là, c'est pas... On n'a jamais eu de problème de cet ordre-là. Mais moi, simplement, je pratique plus ce genre d'échange. Donc, du coup, avec Bergou, moi, de temps en temps, c'est un long coup de fil. Je vais dehors, je marche là, dans le jardin, je tourne. Et puis, et il n'y a qu'avec lui aussi que je téléphone comme ça. Bon, c'est pas grave. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Mais 10 ans de truc. Est-ce que c'est classé par ordre chronologique? GIF. 4 mai 1991, cher François Bon. Vous voyez, ouais, effectivement, c'est par ordre chronologique. Et donc ça, ce serait la toute première par laquelle j'arriverai comme ça. Et du coup, j'ai mis des agrafes qui rouillent, et puis la rouille, bon, 25 juin 91. Donc on aurait commencé à discuter par lettre en 91. Non, c'est pas vrai, il doit y avoir des trucs plus vieux. Parce que je me souviens que quand j'étais à Berlin, donc en 88, est-ce qu'on s'écrivait? Oh bah oui, j'en sais plus rien. Non, c'est la période où j'étais à Stuttgart, en 93, que je me vois aller à la poste allemande, avec mes lettres en papier craft demi-format, puisque je balançais là-dedans 5 ou 6 pages, moi aussi. Et voilà, donc ça veut dire bien ça, c'est-à-dire que j'ai commencé... nous avons commencé à correspondre alors qu'on était depuis longtemps chacun lecteur de l'autre. La différence, c'est que moi, j'ai qu'une seule correspondance de cet ordre-là.
et que Bergogneau, lui, doit avoir l'équivalent avec un nombre de personnes que j'ose même pas imaginer ni compter. J'ai jamais été son seul correspondant. N'empêche que. Et puis qu'est-ce que j'en fais de ça? Qu'est-ce que ça pèse? À qui je le donne? Il y a une fac américaine qui voudrait bien se charger de le protéger, voire de le transcrire. Tiens, pendant que j'y suis, allons-y direct sur autre chose. Voilà, l'autre truc que je voudrais attraper comme ça tout de suite, c'est ces deux machins. Je croyais tout connaître de Bergogneau. Tout, c'est prétentieux, mais je sais toujours en gros où il est, qu'est-ce qu'il fait, qui il voit, où est-ce qu'il est invité, quel voyage il a. C'est comme ça, c'est tout, on était copains. On est copains. Puis des histoires entremêlées avec Verdier, longtemps, avec Pierre Michon, longtemps, tout ça. Donc, et puis, là où Bergogneau travaille, dans sa maison, je sais bien ses vices, ses tics, ses manières. Il écrit le matin tôt et dans une des pièces, il y a une cheminée. Cette cheminée, il n'y a rien de plus campagnard et de plus bizarre, corporel, que de s'asseoir sur le rebord de cette cheminée avec une toute petite écritoire grande comme ce pupitre, mais une planche tout simplement. Et sur cette planche, gribouiller avec son stylo sur de ces feuilles blanches, simplement parce que dans la cheminée, il se permet de fumer. Voilà, c'est tout. Ça, c'est l'écriture littéraire de premier jet sur Bergogneau. Je pense que les lettres, il les fait plus tard dans la journée. Et là, il peut être à son bureau. Et dans le bureau, il y a évidemment c'est couvert de livres partout. Et puis, il y a ces espèces de trucs que j'ai toujours vus, où je sais qu'il stocke des archives. Il y a un drôle de mot, Bergogneau, quand il se rappelle de ses temps d'études, il dit extraire. Extraire, ça veut dire que quoi que ce soit qu'on lise, et ses lectures à lui, la sociologie, la philosophie, les voyages, l'anthropologie, tout ça c'est recopier, faire des cahiers entiers de choses qu'on recopie. Donc voilà, je croyais que c'était ça. Et puis tout d'un coup, donc 2007 par là, je l'ai reçu en PDF de Verdier, un PDF de 1000 pages. C'est écrit sur du papier Bible. Qu'est-ce que je dis, 1000 pages 1300 pages. L'événement qui est là, au bout, je le connaissais moi aussi depuis longtemps. La responsabilité qu'on vous demande de prendre à un moment donné, de dire à des médecins que votre beau-frère, en l'occurrence, on le débranche. C'est cet accident, ce coma, et tout ça qui structure et qui fait que je pense que Pierre, pour traverser cette chose biographique, le livre, le roman, le récit n'autorisait pas cette traversée. Par contre, partir comme ça, reprendre le journal et reprendre ce truc, et qu'est-ce que ça veut dire? Bon, Bergogneau a été bizarrement un des plus anciens parmi nous tous à se mettre à l'ordinateur. Catherine, sa compagne, pour raisons scientifiques, avait un Mac, le Mac classique de l'époque, dès 1984. Moi, j'ai eu mon premier Atari en 1988. Bon, évidemment, des fois, plus tard, on rigolait un petit peu de Pierre, parce que il s'en servait comme d'une machine à écrire, c'est-à-dire que Cathy lui préparait l'écran, et il retapait ses textes, et puis quand elle arrivait le soir, c'est elle qui faisait pomme S pour enregistrer. Mais qu'est-ce que ça peut faire? En tout cas, j'ai jamais connu Pierre déléguer ce travail de dactylographie, de versions successives. Et enfin non, je pense justement que la différence, lui, c'est que toutes les versions et les corrections se passent dans le manuscrit. Quand on le passe à la machine, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas un mot qu'on change. Je n'ai pas discuté avec lui de ça précisément, mais j'en suis bien convaincu. Donc, qu'est-ce que ça a fait tout d'un coup de rouvrir ces vieux carnets et de passer, je crois que pour lui ça a été 2 étés successifs, de transcrire à la machine 1300 pages. Cet événement qui est là, et puis en même temps, 1991-2000, précisément, ce qui se raconte là,
qu'est-ce que je dis? Des bêtises? Non, je dis pas de bêtises, c'est bien le carnet de notes 1 et le carnet de notes 2. L'accès au livre racontait... carnet de notes 1980-1990, voilà, c'était 2006 que ça a été publié. Ça c'est le 2 et ça c'est le 3. Je suis un petit peu mauvais, non, il doit être là. Carnet de notes 1, c'est de celui-ci que je parle. On a la trilogie, excusez mon amateurisme. C'est pas de l'amateurisme, je vais vous expliquer pourquoi. Donc voici, 1980-1990. Là, l'événement biographique dont je parle. Là, cette période, dire comment on passe de l'écriture pour soi au premier contact avec l'édition, Louis-René Desforêts, et puis le premier livre qui paraît chez Gallimard, ce Catherine, et puis que s'embarque l'aventure. Et effectivement, notre propre rencontre avec Bergogneau, elle est ultérieure à ce truc-là. Mais moi, ce que je découvrais, c'était l'étendue de ce travail de journal mené au quotidien. C'est-à-dire, je savais ce type écrire tout le temps, le matin sur ses documents littéraires, sur sa littérature, son écriture, point à la ligne. Je savais qu'ensuite, dans la journée, il y avait par exemple les tâches du collège. Quand est-ce qu'il les écrit, les livres Gallimard que je vous ai montré tout à l'heure, Bergogneau? Systématiquement, en juillet, on en a marre, trop de trucs, le collège et tout ça. Il part en Corrèze, il fait ses sculptures, je vais vous en montrer, et puis il s'occupe de sa forêt, et puis ses tronçonneuses, et puis la maçonnerie qu'il y a à faire, et tout ça. Il n'a quelquefois même pas de livre, ni de stylo, du moins dans ces années-là, pendant ce mois de Corrèze. Et puis ensuite, au 1er août, Catherine reprend son travail au CNRS, et lui, il a 5 semaines, exactement avant la rentrée scolaire. Tous ces livres Gallimard sont écrits dans ces 5 semaines-là, une fois par an, comme ça. C'est ça qui est impressionnant. Et ben, en même temps, il y a une écriture tous les jours qui est de dire ce que je fais tous les jours. Et quand on habite Gif-sur-Yvette, ça veut dire le supermarché, ça veut dire les salles d'attente de Toubib ou l'hôpital, ça veut dire les RER et puis la gare, ou le garagiste et la bagnole et tout ça. Et carnet de notes, là, le 1 en tout cas, essentiel. C'était plus compliqué pour moi dans la 1991-2000 parce que justement on est complètement synchrone de cette phase où on s'écrit au minimum une fois par semaine et quelquefois deux, ou bon, ça peut se distendre et tout ça, mais c'est continu. Et plus tellement de croisements, etc. Ça veut dire que j'y suis dans le bouquin, on me voit, puis c'est le regard du copain sur soi-même, c'est pas forcément facile, des fois on rigole, etc. Mes enfants adoraient Bergogneau, et qu'est-ce qu'il leur faisait? Il leur donnait des leçons d'anarchisme. Voilà, est-ce que mes enfants tiennent de Bergogneau, ce qui porte voilà, une partie de leur culture politique, et qu'est-ce que j'en suis fier, et effectivement je pense que ça se passe jamais comme ça en transmission directe, mais là c'est pareil, c'est du privé et tout ça. Par contre, si je regarde, excusez-moi, mais si je prends jour par jour les lettres, et puis que je regarde le carnet, eh ben évidemment, vous croyez que ça s'appelle journal, le carnet de notes à Bergogneau, ou que c'est de la fiction? Et là, tiens, le doigt comme ça. Quand je serai crevé, vous pourrez venir les voir mes lettres pour aller faire un petit peu de remonter sur l'art de la fiction de Bergogneau pour réinventer du journal. Bon courage. Et pourquoi tout à l'heure j'ai fait ce lapsus? Parce que le troisième, je ne l'ai pas lu. Bon. Je garde ça pour moi. Attention, il n'y a pas d'embrouille. Toujours rester frères et copains. Mais je crois que cette dernière décennie, c'est justement celle où moi j'ai progressivement ripé sur le web, et c'est pas la question de faire deuil du monde du livre, c'est la question de savoir à quel moment il vaut mieux être nomade et marcher dans sa forêt. Justement ce que j'ai appris de Bergogneau, que de s'ancrer dans quelque chose qui vous ressemble pas. Bon, donc c'est trop jeune, je dirai ça plus tard. J'ai plein de sculptures de Bergogneau, ça faisait partie aussi de nos rituels. On se retrouvait à Paris, que moi j'ai jamais habité Paris, on se retrouvait une fois par an, 2 fois par an, des fois on se croisait plutôt ailleurs, après en province ou ailleurs, mais quand on se retrouvait à Paris, il déballait toujours, soit de son cartable, soit soigneusement enveloppé de papier bulle, une sculpture. Et Bergogneau a toujours travaillé comme ça
le métal, je ne suis pas le seul à qui il en offrait. On a tous nos Bergogneau, et c'est pour chacun de nous c'est fétiche. Moi j'en ai dans le garage. J'ai le premier qui m'a offert, c'est le titre de mon bouquin, Sortie d'usine, les lettres de sortie d'usine, rebricolées en fer à béton, soudées, fabriquant un objet de lettres. Et cet objet de lettres, c'est le titre de mon premier bouquin, le premier aussi de moi qui l'ai lu, m'a-t-il dit. Bon, c'est à côté, c'est trop bizarre pour que je sorte souvent. Très belle chose aussi, c'est des limes, et c'est très bien le rôle de la lime pour la profession, vieille profession d'ajusteur. C'était celle de mon grand-père. Donc c'est une espèce de, pas de portrait de mon grand-père, ça veut rien dire, mais une espèce de bouquet fait de vieilles limes comme ça. Et je sais pourquoi Bergou l'a fait ce bouquet à mon intention. Et pourquoi je le garde aussi simplement, je l'ai enveloppé parce que ça, c'est dangereux, c'est fragile et tout ça, et ça prend beaucoup la poussière, donc il est dans les réserves protégées. Par contre, il y en a un que j'ai toujours dans mon bureau, c'est lui, c'est mon frangin. Regardez, c'est pas compliqué, c'est une binette, puis à côté c'est deux ferrures de volet, et puis deux anneaux de bourrellerie, puis ça c'est planté dans un socle en bois. Mais si vous regardez ça comme ça, c'est un bonhomme. Vous savez qui c'est? Franz Kafka. Et j'ai un Don Quichotte aussi. Voilà, ça c'est Bergou sculpteur, ça fait partie de lui. Et pour moi c'est ça aussi la question. À quel moment, pour tenir dans la littérature, au niveau où on tient, il faut quelque chose que vous placiez au-dessus de la littérature, qui vous absorbe. C'est comme ça avec Michaud, probablement quand Michaud parle de peinture. C'est comme ça pour Bob Dylan, qui a toujours mis son travail de peintre avant son travail de chanteur. Bergogneau, il y a cette espèce de débauche de force. Des fois, il nous fait chier. Il vous raconte ça. Oh, il m'est arrivé, qu'est-ce qui te passait, Bergou? J'avais retrouvé une grenade. Et puis, j'ai eu de la chance parce que quand elle a explosé, je la tenais de la main gauche. Ou des trucs de 5 mètres de haut, et puis ça s'écroule, ou une chaîne de tronçonneuse qui vous saute à la figure. Il vous raconte fièrement ses aventures de survivant de la ferraille. Bon, qu'à voir ses mains, quelquefois, comme ça. Pour moi, c'est ça aussi, Bergogneau. Ça, c'est important à dire, si on veut comprendre ce qui se joue dans la phrase. Et puis, merde, je suis même pas au tiers de ce que je devrais dire. Il va me falloir un feuilleton, là, aujourd'hui. Il m'a vexé qu'une seule fois, le père Bergou. On était à Beaubourg, je ne me rappelle plus, une de ces espèces de débats qu'on a vite fait d'oublier après. Ce dont on se souvient, c'est quoi? Je me souviens de comment on s'est retrouvé au bistrot de Beaubourg, là, sur la mezzanine, juste avant. Et je me souviens aussi de quand on était venu nous chercher, le débat lui-même, je ne me rappelle rien du tout. On était passé par les sous-sols. C'est une des premières fois que j'accédais comme ça là, aux coulisses internes des souterrains de Beaubourg. Ces grands couloirs vides comme ça. J'ai des photos d'ailleurs, à ce moment-là, je fais déjà des photos. Voilà, il me sort ça. C'est beau. Et il me dit, devine ce que c'est. Comme si c'était une espèce de défi. Évidemment, moi, ce que je regarde d'abord, c'est comment c'est fabriqué, comment c'est rainuré, quelle est la part de fonderie, pourquoi c'est de l'alu. Et puis, oui, là, on a vraiment de la forme brute de fonderie avec des alaisages très précis. Par contre, ici, les rainurages, bon, il y a un travail de surface de rainurage. Mais bon, ici, regardez, c'est marqué Borg-Warner. Alors, qui est-ce, franchement, qui ne saurait pas que Borg-Warner, dans les années 60, c'était les boîtes automatiques. Je disais, Bergou, tu me prends vraiment pour un con. Voilà, donc j'ai gagné mon boîtier, mon objet. Ça aussi, c'est une drôle de question. Le Kafka, il est remanufacturé, il est recomposé de figures. Est-ce que c'est un Bergogneau, ça? Non, il n'y a pas marqué Bergogneau nulle part. C'est trouvé dans une casse, un objet très étrange, avec juste l'inscription Borg-Warner, mais qui est un prodige de travail industriel. Il sonne aussi, il fait de la musique. Donc c'est pas du Bergogneau. Pourtant, moi, ici, j'ai décidé que c'était ma sculpture préférée de Bergogneau. Elle aussi, elle est toujours dans mon bureau, ça fait au moins 10 ans.
c'est massif, hein. Quand je dis qu'il faut que je regagne de la place dans mon truc. Et encore là, j'ai pas tout, j'ai pas les tout petits les fascicules, je crois qu'ils sont encore un truc un peu au-dessus. Est-ce que je suis en France le principal collectionneur de Pierre Bergogneau? Probablement pas, ça doit être aussi. On doit être quelques-uns comme ça, avec son frangin notamment. Puis je pense que lui, dans sa grande maison, on a le récit de la construction de la maison dans le carnet de notes 2. Je pense que il a archivé tout ça. Moi, je ne suis pas un archiviste. Regardez, il y a encore deux Michons là, qui se sont mélangés. Parce que c'est une histoire importante, ça. Quand Michon, je l'ai croisé dès Vie minuscule, et la grande qui est encore là, ça se mélange. Non, par contre, là, c'est du Pierre Bergogneau. Tous les pierres se mêlent ensemble. Salut, Michon, on fera une autre séance sur lui. Donc, moi, dès Vie minuscule, j'entre en relation avec Michon. C'est le moment où, chez Minuit, ça va plus. J'ai ce texte qui est pour moi très important, enfin, pour des tas de raisons, avec une appropriation comme ça de terre natale, et suicide d'un copain, mais traité à distance, recomposé, tout ça, qui s'appelle L'Enterrement, texte que je fais 3 fois sur 5 ou 6 ans. Et chaque fois, Jérôme Lindon qui me dit non, c'est pas du roman. Et là, Michon qui me dit, eh bien, viens, on le fait chez Verdier. Et quitter les éditions de Minuit, à l'époque, c'était, bon, c'est presque, enfin, franchir quelque chose qui, ouais. Allez, c'est encore une autre histoire. Mais ce texte, je sais pas, moi, c'est des moments comme ça, on ne sait pas pourquoi on obéit. La rencontre avec Verdier était belle. Il y avait aussi tout ce qui nous reliait comme ça sur la province, sur le politique. C'est un grand deuil pour moi aussi, cette défiance qu'ils ont vis-à-vis de mon travail à cause du numérique maintenant. Mais ça aussi, c'est plein et plein d'histoires embrayées qui ne regardent pas. Donc, je publie L'Enterrement chez Verdier. Michon, pour lui, ça avait été la survie. Après, donc, lui, c'était un maître et serviteur. Ces histoires de peintre que Gallimard l'avait soigneusement envoyé bouler. C'est Vie minuscule, pendant 2 ou 3 ans, n'était même plus réimprimé ni disponible. Et puis, il y a eu toute cette reconstruction par Verdier avec Vie de Joseph Roulin. Et puis, je me souviens, c'était à Orléans, librairie Les Temps Modernes. Moi, je présentais quoi? Je présentais L'Enterrement, justement. Gabriel, le frère de Bergou, habite Orléans. Et la libraire d'Orléans, puisque Michon habitait à l'époque Olivet, je suis hébergé chez Pierre. Michon est présent à la soirée, je me souviens, d'ailleurs il n'aimait pas beaucoup que les autres parlent de leur bouquin à cette époque-là. Donc je me souviens, moi je parlais de mon bouquin, et puis lui, il n'avait pas arrêté d'entrer et de sortir, aller fumer, tout. C'est pas. Bon, mais on la fera l'histoire de Michon, comme ça, de la même façon. Et puis, arrive mon Bergou, qui avait fait le voyage en bagnole depuis Gif-sur-Yvette jusqu'à Orléans, et puis qui irait après voir son frangin et tout ça. Et c'est là où on s'est retrouvés pour la première fois, tous les trois, Michon, Bergou et moi, librairie Les Temps Modernes, à Orléans. Et bon, après je m'en suis pas occupé, je sais même pas quel a pu être le premier. Gallimard ne pouvait pas faire ce genre de texte. Avec leur stratégie à ce moment-là, c'est de les recomposer, de faire des livres format standard avec des choses qui n'ont rien à voir les unes des autres. Tandis que Verdier, on pouvait tenter comme ça l'aventure sur des textes brefs, des textes qui cherchent. Voilà, c'est La Ligne qui a été le premier. Mais ce con-là, la quantité qu'il en a fait. Alain Lercher, de dos, ça n'a rien à voir. Jean-Jacques Salgon, 07 et autres récits formidables. Espèce de caravane que le père militant communiste bourre de vieux numéros de l'Humanité pour la rendre isotherme. Et la famille de l'Institut se barre en vacances en Espagne. Et en pleine Espagne franquiste, la caravane qui explose avec toutes ces humanités qui volent, etc. Salgon, vous pouvez le suivre sur Facebook, il est toujours... un auteur pour moi important. Tiens, encore un Michon, ça bien, celui du tri. Et puis deux de Didier Danax. Didier aussi, c'est par mon intermédiaire qui est rejoindre Verdier. Goodbye, ça ne nous regarde pas, mais on a au moins 7 trucs là. La Ligne, retour sur... vous savez,
ces bouquins, la pêche à la truite de Richard Brautigan. Mais c'est une vieille tradition anglaise, les livres comme ça sur la pêche dès le XVIIe siècle. Mais la pêche à la mouche en Corrèze, comment on les fabrique ces mouches, les visages qu'on croise, etc. Un texte magnifique. Mais justement, dans les interstices des précédents, on reconnaît tout. On reconnaît les lieux, on reconnaît les personnes, les histoires de filiation. Qui lui a appris à Bergou la pêche? À qui, lui, à son tour quand il emmène ses fils, il va l'apprendre. Et puis, qu'est-ce que c'est cette heure comme ça, où on pose sa bagnole comme ça dans un endroit qui ressemble à rien du tout, et puis qu'on attend pendant 1 heure, comme ça, cette chute du jour, qui pendant 10 minutes va créer le miracle. La ligne, miracle, le truc. Simple, magistraux et autres antidotes. Là, Bergogneau est son rapport à la flore, aux plantes. Bizarrement, vous savez qu'il y a des avatars d'un autre grand bonhomme qui s'appelle Antoine Volodine, qui publie chez Verdier. Enfin, Volodine, c'est un des noms de cet auteur protéiforme. Et chez Verdier, il s'appelle, celui qui s'appelle ailleurs Volodine, publie chez Verdier sous le nom de Lutz Bassmann, et encore ailleurs, à l'Olivier, je crois, sous le nom de Manuela Draeger. Il y a aussi un livre de Manuela Draeger, classique comme ça, qui est une espèce d'incursion dans le monde végétal, avec tout ce que ça porte de légende. Une chambre en Hollande, la vieille fascination. Est-ce qu'il y a un livre de Bergou sans Descartes? Non, mais à un moment, tout d'un coup, on entre dans le cœur du rêve de Descartes, sur son poil. Matin des origines, le grand Sylvain, la chasse aux insectes, l'insecte qu'on poursuit tout le temps et qui n'arrive jamais. Pensez aux chasses subtiles de Ernst Jünger et tout ça. Ce rapport comme ça, est-ce qu'on est dans l'accessoire parce qu'on a des petits livres? Non, on est dans une vieille tradition. L'équivalent des chasses subtiles de Ernst Jünger, la place que ça a dans la littérature allemande, le grand Sylvain de Bergou, c'est ça aussi. Un peu de bleu dans le paysage, rien que le titre et tout ça. Après, il y a une autre série, ça par exemple, Catherine Floïc, donc des commandes. Moi, c'était parti sur Hopper, Chevillard, on a fait un sur Chessac, alors que Chessac, j'aurais bien aimé me le réserver moi aussi, mais bon, c'est pas grave, il est très formidable, le Chessac d'Éric Chevillard. Bergou, B-17G, vous savez, ces bombardiers américains qui étaient au-dessus du Vietnam, et puis ces images comme ça de télévision avec l'avion en flammes qui s'effondre, part de ça, souvenir. Relié à ce que je disais tout à l'heure, à la Toussaint, cette vieille tante qu'on visite une fois par an dans le Gers, et puis le goût aigre des biscuits qu'elle vous offre, et puis que dans cette espèce d'appartement un peu sombre, où tout va lentement et qu'on retrouve identique dans sa vieillerie une fois par an, des masques africains. J'ai aussi oublié de le dire, j'ai un très beau masque africain fait par Bergogneau là-haut, dans la pièce à côté. Voilà, la cuisine de Bergogneau, ça a été réédité plus tard. Enfin, du coup, à l'origine, c'était exactement dans cette forme comme ça, des petits floïques avec un travail manufacturé de reliure toilée et puis des très beaux encarts graphiques. B17G serait un des livres pour moi les plus aussi pivots, charnières, transitoires comme ça de Bergogneau. Si vous le trouvez comme ça chez un bouquiniste ou n'importe, attrapez-le. Il y a eu d'autres histoires. Sa série chez Fata Morgana, c'était... il y avait encore du Michon et du Bergou là-dedans. On était à Montpellier, moi je vivais à Montpellier. Le Chevron, là c'est les Verdiers, et je fais mon tri en même temps. La série qu'il y a, de Fata Morgana. Les titres sont magnifiques aussi. Prenons juste ça. La fin du monde en avançant. Bergogneau chez Rimbaud. J'étais un petit peu jaloux parce que ce type là, qui s'appelait Bruno Roy, qui dirigeait, le fondateur de Fata Morgana, était un type avec de l'argent, type royaliste et tout ça. Et à Montpellier, il avait fait venir inviter un soir chez lui
Bergou et Michon, et moi j'y étais pas, parce que ces livres étaient payés, etc. Mais bon, en même temps, ça me soulageait, ça m'évitait un problème de conscience, mais un abrégé du monde, etc. Je suis sûr que Bergou a jamais touché un centime sur toute cette série comme ça. Justement, là encore, ces effets de zoom, pourquoi j'en ai deux à la fin du monde en avançant, c'est comme ça. Mais à quel endroit on peut disposer comme ça d'un lieu éditorial dans l'arborescence générale, à côté comme ça du fil autobiographique que seraient les Verdier, à côté du fil fictionnel que seraient les Gallimard, pour avoir comme ça quelque chose qui soit des coups de zoom extrêmement précis, où c'est par la langue qu'on attrape le truc. Lascaux, par exemple, la préhistoire, ou la philo et tout ça. Et donc, là encore, je pense qu'il n'est pas possible de parler de Bergou sans appréhender cette série comme ça chez Fata Morgana. Le dernier est plus bizarre, 30 mots. C'est le même moment où, à chaque fois, j'ai ces dédicaces, je suis dépositaire d'une œuvre complète de Pierre Bergougnoux dédicacée, sauf justement les 5 ou 6 bouquins que j'ai lus avant notre rencontre. Que je vous dise les titres. Abandonné, accepté, adulte, affre, Afrique, appurement, arc électrique, attirail, aube, autorail, beauté objective, bête, camarade, concept, dernière instance, détermination, ennui, Fellini, frère, Gray, Marx, nom d'étoile, poison, rationalisme, style de vie, Trilici, temps, testament, le texte. Voilà. Bon, on dégage avec ça. Beaucoup de choses sur les peintres. J'étais jaloux aussi à un moment donné. Il a été le premier à faire un livre avec Philippe Cogniet. C'est un autre truc aussi, comme ça. Bergougnoux, prof de collège. Une fois, il a eu... vous savez, ces trucs, il n'a jamais demandé de bourse. Une fois, à force, nous, on l'a tanné. Mais Bergou demande une année sabbatique au CNL. Les profs de fac ont tous des années sabbatiques. Bergou demande, au bout de 20 ans de carrière, une année sabbatique. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il écrit? Non, le pauvre, il était tellement culpabilisé de ne pas aller au collège le matin qu'il s'est fait un ulcère à l'estomac. Voilà son année sabbatique. Simplement, quand il revient dans l'éducation nationale, son inspecteur, « Ah ah, vous avez voulu faire l'écrivain, monsieur l'écrivain. » Eh bien, maintenant, remplaçant, il s'était retrouvé... à Trappes dans un collège, et il le faisait le job, il n'y a pas de problème, il les avait, ces petits sixièmes, ces petits cinquièmes, et puis le grand mône et tout ça. C'est simplement ce qu'il nous racontait, c'est que c'est pas très marrant. Par exemple, les petits gitans, il fallait attraper le couteau le matin avant d'entrer en classe. Et il y a un truc aussi qui le faisait rire. La première fois qu'il s'est mis à leur parler, aux gamins, il y en a qui disaient « Oh monsieur, vous parlez comme Jeanne d'Arc !» Voilà, c'était ça. Donc, Bergou a été... le premier à aller aux Beaux-Arts de Paris et faire un cours de littérature. C'était le principe alors à l'époque de la littérature dans une école d'art. Oh, pensez monsieur, à quoi ça sert? Il peigne cela. Et puis ensuite, atelier d'écriture, pour moi, non. Donc Bergou a fait ça pendant un an. C'était le principe que les Beaux-Arts, justement, ils ne voulaient pas qu'on s'incruste, qu'on aurait des résidences. Et moi, j'ai pris la suite de Bergou. Il est retourné dans son collège. J'ai fait 2 ans. J'étais payé pour le cours. L'atelier d'écriture, j'avais le droit de le faire, mais ça comptait pas. Simplement, aujourd'hui, si je regarde 10 ans après, je ne vais pas vous donner les noms, mais enfin bon, Rilos et Liron et Colong, et puis je pourrais en mettre 3 autres, ça publie ces gens-là. C'est ça le cœur du travail. L'écriture, ça se pratique. Jérémy Liron et Bergougnoux, c'est pas quelque chose qui est comme ça tombé du ciel. Moi, j'ai fait le job pendant 2 ans, et puis ensuite, du coup, Gaëtan Le Boistier a obtenu justement que la littérature soit réinstituée aux Beaux-Arts. Il y a eu un concours, Bergou était docteur, il était de l'éducation nationale, c'est lui qui a fait le truc, et il a fait ça pendant 4 ou 5 ans. Pourquoi j'en parle? Oui, c'est dans ce cadre-là que du coup il a pu, je pense, aller aussi plus au bout de sa démarche. Voilà, ce livre-là qui est tout entier comme ça sur son travail de sculpteur, et puis s'expliquer par écrit
de sa propre démarche avec le métal. L'invention du présent, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a comme matériaux? Ça y est, on arrive un petit peu au bout. Des entretiens. Où est le passé? Entretien avec Michel Gribisky, l'Olivier. Ça doit être une série. La demeure des ombres, je ne sais pas du tout ce que c'est. Art et Arts éditeur. On est encore sur le travail de sculpture. Le bois du chapitre et tout ça. Dans quel ordre je prends ça? Ça, je garde pour la fin. Rassurez-vous, on y arrive à la fin. Voilà, celui-ci, on va aussi le mettre comme ça. Géologie, c'est Galilée. Je sais que c'est un très beau truc comme ça, parler de la pierre. Bon, enfin bon, ça aurait pu être chez Fata Morgana, on est dans le même registre. Mais à quel moment, justement, parce qu'on est encore chez un autre, on va encore plus loin ailleurs? De quoi je vous parle? De l'inerte, du caillou. Le caillou avant l'homme. Géologie, Pierre Bergogneau. Reste quoi? Reste ça. Je vous ai dit tout à l'heure la rencontre avec Faulkner. Vous connaissez cette série qui était initiée chez Gallimard par un gars qui s'appelait Pontalis, et donc qui commandait aux auteurs maison principalement des travaux qui s'ancraient comme ça sur le nom d'un autre. La collection s'appelle L'un et l'autre. C'est l'histoire du Rimbaud de Michon, par exemple. Michon avait proposé à Pontalis de faire quelque chose sur le coureur cycliste, Faustocopie. Puis au bout du compte, c'est devenu un livre sur le frère de Rimbaud. Puis comme le bouquin sur le frère de Rimbaud aboutissait jamais, il se plaignait de dire « Ah, j'en suis au chapitre 9, et ça parle toujours que de Rimbaud et de sa mère. » Bon, ben voilà, ça s'appelle Rimbaud le fils, et c'est chez Pontalis aussi. Et puis moi, j'ai fait un texte... une étude critique sur le Faustocopie de Pierre Michon, et du coup tout le monde croit qu'il y a un vrai Faustocopie quelque part. Allez pas dire que c'est bidon, mais j'en suis très fier de mon texte de ma lecture critique du Faustocopie que Michon n'a jamais écrit. Faulkner, William Faulkner, Bergogneau. Reste quoi? Encore Catherine Floïc, éditrice remarquable. Elle a fait ça avec Charles Juliet, elle a fait ça avec Pascal Quignard. Elle me l'a proposé aussi, je ne me sentais pas prêt. Mon explication, je l'ai dit, elle est là, elle est par le web. Là, elle est en vidéo, et même si c'est tout seul face au truc, ça peut faire parler comme ça. Ouais, justement, qu'est-ce que ça peut faire? C'est cette arborescence. Là, Bergogneau, j'essayais d'en parler en termes d'arborescence. C'est une œuvre pour moi qui signifie aujourd'hui, dans l'univers de nos lectures web, de nos pratiques comme ça, pas hiérarchisées, mais en millefeuilles et comme ça, des statuts de l'écriture et des statuts de la publication associés à chaque forme d'écriture. Ça, c'est des gros. Je veux juste dire que ce genre de concept passe en avant parce qu'il nous concerne indépendamment de la question du support. Bergogneau n'a jamais été un adepte du support numérique. Par contre, il est adepte de quoi? Avec Gabriel Bergogneau, avec lequel ils ont rédigé ce livre entier comme ça d'entretien. Vous voyez, c'est facile de s'expliquer avec son frère, même si le frère est linguiste, même si le frère parle et pratique environ 60 langues, dont en particulier tous les dialectes de Guyane. Excusez-moi, il faut que j'aille changer de batterie. Deuxième batterie, mais la carte doit être pas loin d'être pleine, on va vite finir. Ouais, ça fait rien, je suis content d'avoir fait, c'est pour moi que je fais ça et j'en avais besoin. L'héritage. Pierre et Gabriel Bergogneau. Pierre il est ici, Gabriel il est juste derrière. Entretien avec le frère. Et tout y passe. Bon, bah, c'est bon, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. J'étais juste quand même à parler de ça, cette notion de comment le lieu de publication, les strates différentes d'écriture sont des concepts qui sont indépendants de la question du support, fût-il de la tradition et de l'artisanat que représente le livre, le statut du manuscrit, le statut de l'épistolaire, la question du carnet quand on est refictionné dans les carnets
Bergogneau chez Verdier. Tout ça, c'est les mêmes problématiques que le web. Donc voilà, c'est une autre légende, mais bon, ils en parlent de toute façon, c'est pas un truc comme ça. Euh, les Bergogneau, là, ils sont tous les deux, sont des gens qui sont comme ça, des gens de rituel. Un des modes de partage des deux frères, c'était se retrouver juste avant la rentrée scolaire. L'un est universitaire à Orléans, l'autre donc était prof de collège à Gif-sur-Yvette près d'Orsay. Partir dans une ville de province, on fait comme ça à la France, tranquillement, ça n'a pas d'importance. Et de quoi ils se munissent? De gros sacs poubelles de jardin, vous savez, ces espèces de sacs poubelles qui permettent de porter lourd. Et puis aller chez les bouquinistes et puis rafler les bouquins dont personne ne veut, mais qui pour eux sont leur atelier de travail. Pour Bergou, les vieux bouquins concernant justement la flore ou la géologie. Pour Gabriel, tous les vieux manuels de linguistique et tout ça. Et c'est comme ça que chacun des deux a fait sa, euh, sa bibliothèque. Ce que je veux dire, c'est que même ça, la question de la bibliothèque et des sacs poubelles et de la mobilité et de comment on va les chercher, les mêmes problématiques que nous on travaille sur le web, rien n'est étranger à conceptuel, enfin rien de ça. Quand on veut aborder conceptuellement la complexité d'une œuvre comme celle de Bergogneau, c'est par là aussi qu'on doit passer. Il me reste quoi? Un que j'aime pas, la cécité d'Homère. Là, Bergou s'est trompé. Justement, il va pas être d'accord, mais bon, je pense pas qu'il regarde ces genres de trucs. Mais Gabriel va lui dire qu'il machin le truc. Et puis, de toute façon, c'est aussi une loi du web, ça finit toujours par trouver son destinataire. J'ai pas aimé ce bouquin. Est-ce que j'ai le droit de pas aimer le bouquin d'un frère? Ouais, parce que tout d'un coup, je trouvais que c'était quelque chose pas positiviste, quelque chose comme ça, mais à quel moment la lecture que Pierre fait de la littérature peut devenir prescriptive. On a ce droit-là quand on est dans l'amphi et qu'on emmène les étudiants sur un chemin. J'ai pas, autant son livre sur Faulkner est géant, on creuse de l'intérieur, autant ce truc-là, m'a presque gêné, mais je saurais pas dire pourquoi. Il me reste sur Ernest Pignon. Ernest, c'est tout petit texte sur l'empreinte, mais tiens, encore une carte à l'intérieur. Je suis presque au bout. Entretien sur la question de l'école. Et alors, du coup, où ai-je mis aimer la grammaire? Volatilisé par terre. Ça y est, j'ai retrouvé. Aimer la grammaire, c'est quand j'avais parlé des lettres tout à l'heure. Donc il doit être là-dedans. Et le voilà. Je garde le paquet de lettres ou pas? Je le garde, ça fait rien. À l'époque, on travaillait beaucoup. Toute une partie d'écrivains, pas. Je me souviens par exemple, on nous avait proposé une fois, donc Henriette Zoghebe au salon du livre de jeunesse de Montreuil, d'évoquer chacun d'entre nous, mais comme ça, pour un film, une cassette VHS, je l'ai à côté, je pense qu'elle n'a jamais été transcrite en DVD, d'évoquer chacun notre premier souvenir lié à la lecture. Aucun de nous n'avait fait ça, il y a eu Echnoz, Chailloux, Bergou, je ne sais pas s'il en était, mais ce qui nous fascinait chez lui, c'est précisément comment il établissait ce lien. Qu'est-ce qu'il faisait en classe avec ses petits élèves de 5e et comment, pour leur faire toucher comme ça, ou pour les immerger dans le langage comme nécessité, tout simplement, il essayait à chaque fois de faire le court-circuit avec les usages immédiats du présent, ce qui les entourait dans leur univers urbain au plus près, au plus simple. Et bon, Bergou, c'est un monstre de la plus haute et belle sociologie. Mauss, Norbert Elias, tous ces gens qui m'a fait lire aussi en me les prescrivant l'un après l'autre. C'est aussi une dette que j'ai avec ce type-là, une formation beaucoup plus pragmatique et précaire que la sienne. Qu'est-ce que je lui donnais en retour? Je sais pas trop, peut-être une idée du voyage. Qu'est-ce qu'on utilisait comme ruse pour le faire voyager
un petit peu Bergogneau. En tout cas, donc, la demande, c'était ça, était quand il nous sortait les exemples qu'il utilisait pour faire comprendre comme ça, comme quoi la grammaire est une chose vivante, avec des verbes, avec des propositions, les conjonctions, les questions d'ordre des mots, la question du signifiant, des analogies. Et Pierre avait proposé à Henriette, il voulait que, d'accord pour le faire, mais alors il fallait que justement l'objet se tienne à distance du livre. Il fallait que l'objet soit distribuable. Je me souviens qu'il voulait que tout soit fait sur du papier de boucherie, parce que le papier de boucherie coûtait rien. Après, j'ai compris justement en lisant La mort de Brune, dont j'ai parlé tout à l'heure, et cette relation à la boutique de la boucherie de Brive avec son copain de jeu, et puis dans cette espèce d'entrepôt. Donc il voulait que ce soit sur du papier papier craft, et que ce soit vendu 2 € maximum. De toute façon, à Montreuil, on assurait une large distribution comme ça. Bon, en fait, c'est Nathan, donc un éditeur scolaire. C'est tout petit, c'est tout mince, mais c'est quand même un livre, comme un livre scolaire. Vous voyez, il y a du rouge et du bleu et du noir. C'est imprimé en 3 encres. Il y a une composition comme ça sur double page, qui est la tradition du livre scolaire, avec des illustrations, côté iconographique, côté tableau, et puis là-dedans les exemples qui viennent, mots introducteurs, conjonction de subordination ou locution conjonctive, groupe de mots fonctionnant comme un seul, valeur d'échange, un complément circonstanciel. Tout être naît, vit et disparaît, toute chose a un commencement et une fin. C'est dans le temps que se déroule notre existence, nos expériences. Il est de la plus haute importance de s'y rapporter, de nous situer et de placer les événements dans la durée. Penser consiste à mettre en rapport des événements, à saisir la liaison des faits. Savoir connaître, c'est porter au jour le principe de causalité. L'animal le perçoit confusément. Le chat échaudé craint l'eau froide. Les primitifs l'ont ressenti. Magie, divination. L'homme moderne, raisonnable, rationnel, en use systématiquement. Circonstancielle de temps. Elle situe purement et simplement 2 faits l'un par rapport à l'autre sur l'axe du temps. Simultanéité, tu es heureux quand il vient. Postériorité du fait principal, tu es heureux après qu'il est venu. Antériorité du fait principal, on est heureux avant qu'il vienne. Circonstancielle de cause. On appelle cause tout fait qui en entraîne un autre. Exemple, tu es heureux parce qu'il est venu. Circonstancielle de conséquence. La conséquence est le fait résultant d'une cause. Exemple, il est venu de sorte que tu es heureux. Circonstancielle de but. Le but est une conséquence voulue, intentionnelle. Exemple, il est venu pour que tu sois heureux. Circonstancielle d'opposition ou de concession. L'opposition est une causalité contrariée. La conséquence attendue ne suit pas la cause. La prévision est déjouée, c'est l'exception. Quoi qu'il soit venu, tu n'es pas heureux. Circonstancielle hypothétique. Elle consiste dans l'abstrait, elle consiste à poser dans l'abstrait la liaison des faits, le rapport de causalité. S'il vient, tu es heureux, etc., etc. Remarques et commentaires sur les exercices, morphologie, déclinaison, conjugaison. Je ne sais même pas si le livre existe encore. Moi, j'ai pas de chance, j'en ai qu'un seul. Tous les autres, je les ai offerts, j'en ai eu 4 ou 5 à l'époque. Là, peut-être justement, c'est ce qui nous séparerait, Pierre et moi. Qu'est-ce que ce serait bien d'avoir le droit de mettre ça gratuitement sur Internet aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je savais que ça durerait trop longtemps. Ça dure longtemps. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est mon propre carnet de notes. Carnet de notes sur Pierre Bergogneau. Simplement, moi qui n'écris plus de lettres, moi qui lui téléphone très très rarement, et puis on se voit pas forcément souvent non plus. C'est des choses de santé, des choses d'amitié, la précarité où on est aussi, toujours sur ces putains de chemins avec pas beaucoup de temps pour ce qu'on aimerait et qu'on considère toujours comme l'essentiel. Ben voilà, moi c'est peut-être ça aussi pourquoi je voulais faire ce truc,
même s'il est trop long, et puis même si c'est pour moi tout seul. À quel moment cette explication-là, par la vidéo, devient ma propre écriture, là où on vient de traverser près de 50 livres et toute la vie d'un bonhomme, mon meilleur copain, depuis 25 ans.